très contente d'animer cette question sur le sens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens passer sur le stand depuis ce matin. Voilà, pas mal de gens perdus, qui savent pas trop par où commencer. C'est pour ça qu'on a créé Nouvelle Vie Pro. En fait, c'est un média pour vous aider à vous mettre en relation avec les bons acteurs. Mais je pense que la première chose pour se reconvertir, c'est de bien se connaître, de se recentrer sur ses valeurs. Et d'ailleurs, dans tous les sondages qu'on fait depuis 10 ans, quand on demande aux gens pourquoi ils veulent bifurquer, changer de job, la première raison avancée, c'est toujours pour retrouver un job en accord avec mes valeurs. Je crois que dans le dernier baromètre de Centre Info, c'était 83%, même 90% pour les gens qui sont dans des grosses boîtes de plus de 1000 personnes. Donc il y a vraiment un sujet de se reconnecter à ses valeurs. Une fois qu'on a dit ça, c'est super. Moi, il y a plein de gens qui me disent « Ok, mes valeurs, comment je fais pour les trouver ?» Et une fois que j'ai trouvé mes valeurs, comment je fais pour trouver le job qui va en adéquation? Et puis une fois que j'ai trouvé le métier, comment je fais pour adapter mes compétences au métier? Enfin bref, donc il y a tout un processus à faire qui est compliqué à faire et qui est compliqué à faire seul. Donc là, je vous propose un peu 2 experts qui vont vous éclairer sur ce sujet-là. Pour finir sur Nouvelle Vie Pro, si vous voulez en savoir plus, donc on est un site média qui s'appelle nouvellevipro.fr. On envoie des newsletters tous les 15 jours pour vous donner des tips sur les secteurs qui recrutent, sur les organismes de formation, sur le coaching, etc. Et on a un salon qui s'appelle Nouvelle Vie Pro qui se tiendra le 21 novembre où il y a des organismes comme Chance, où il y a des coachs, des bilans de compétences, des organismes de formation, de la création d'entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de vous permettre d'avoir accès à un maximum de solutions possibles pour réussir votre conversion. Aujourd'hui, on parle de sens. On va commencer avec toi, Johan. Donc, tu es directeur général du pôle expertise et impact au groupe SOS. Mais ta passion dans la vie, si on peut dire, c'est la question du sens. Et tu t'es même formé à la logothérapie, qui est une thérapie pour retrouver son sens personnel. Hein, c'est ça, tu vas nous en dire un peu plus. Et je voulais que tu commences par nous parler de ça, de cette logothérapie. Et peut-être que tu voulais proposer un exercice pour commencer. Exactement, je vais vous proposer, bonjour à toutes et à toutes, un petit exercice pour commencer, qui est un exercice de logothérapie. Je vais vous proposer, et Ludovic et Anne-Claire, vous avez le droit aussi de faire l'exercice avec moi, de réfléchir à 3 personnages, qui sont pour vous inspirants ou inspirantes, un peu structurants dans votre vie. Ça peut être des personnages fictifs, vivants, pas vivants, proches ou pas de vous. Donc ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspire, ou quelqu'un proche de vous dans votre famille, etc. Donc je vous invite 2 minutes, là, enfin 1 minute, à réfléchir à 3 personnes et à l'écrire, soit sur votre carnet, soit sur votre téléphone portable. Réfléchissez à ces 3 personnes qui, pour vous, vous inspirent aujourd'hui, au quotidien, dans votre vie. Qui ne sont pas forcément pros, ça peut être de l'inspiration personnelle. Qui sont pas, voilà, c'est vraiment des personnes qui vous inspirent. Anne-Claire, réfléchis. Je réfléchis. Ludovic aussi. T'en as mis 3, c'est bon? Une fois que vous avez fait ça, réfléchissez aux mots que vous associez à ces personnes. C'est quoi la caractéristique, le mot qui fait que ces personnes sont pour vous, au fond, un peu inspirantes, un peu structurantes? C'est quoi le terme que vous leur associez? Je vous laisse 2 minutes pour y réfléchir et pour faire le petit exercice. Ceux qui sont en régie aussi, vous pouvez le faire. Hein. Si je me tourne vers toi, Ludovic, est-ce que tu peux nous partager au moins un nom et un mot que tu as associé? Ma sœur, et c'est le courage. Le courage. Anne-Claire, est-ce que tu peux nous donner éventuellement une personne et un mot? Ouais, moi j'ai pensé à mon mari qui a monté une start-up et j'ai mis comme mot persévérance. Persévérance. Est-ce que quelqu'un veut partager un nom dans la salle et un mot qu'il a associé ou qu'elle a associé? Qui veut bien se prêter? Oui. C'est une collègue. Voilà, Laurence. Et c'est une grande technicienne. Technicienne. Le terme, c'est technicienne. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut nous partager? Madame là-bas en bleu.
Bonjour. Alors moi, c'est Idriss Aberkan. Et le mot, c'est incroyable. Incroyable. Il est juste incroyable. Et peut-être une dernière, madame qui était en bleu juste derrière. Une ancienne collègue devenue amie, Delphine, et j'ai mis résilience. Résilience. Ce petit exercice, c'est un exercice super simple qui, spontanément comme ça, normalement, a fait émerger ce qui, pour vous, sont certaines des valeurs centrales dans vos existences. Normalement, le terme que vous avez associé, donc toi, ta sœur Ludovic, c'était le courage. Toi, Anne-Claire, c'était la persévérance. C'est des valeurs essentielles pour vous-même. La question du sens, et c'est vraiment les fondements de la logothérapie, le sens dans la vie, c'est quoi? C'est l'accord qu'il y a entre ses valeurs les plus personnelles et le sens qu'on donne à son action dans sa vie. Quand on se trouve dans une situation de travail où on est en perte de sens, c'est systématiquement quand on est dans une situation de travail où on fait face à des contre-valeurs. Et à l'inverse, on se retrouve dans une situation qui fait sens pour soi quand on est dans une situation de travail en accord avec ses valeurs les plus personnelles, les plus essentielles. Le premier à avoir véritablement pensé cette question du sens, du point de vue thérapeutique, c'est un psychothérapeute, philosophe, médecin viennois des années 30, qui s'appelle Viktor Frankl, qui a été contemporain de Sigmund Freud et de Alfred Adler. Ce que nous dit Frankl dans ses écrits, c'est que, quelles que soient les conditions psychosomatiques, c'est-à-dire physiques et psychiques d'existence, l'être humain est un être perpétuellement en quête de sens. Et que si finalement on ne répond pas à cette dimension-là, qui est une dimension anthropologique fondamentale, eh bien on peut avoir le sentiment de passer un peu à côté de sa vie, où on peut se trouver dans des situations où on fait face à des angoisses, à des dépressions, à des anxiétés, etc. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de nos contemporains, post-Covid, qui ont pris un peu ce temps de mise en suspens du temps et de l'espace pour se poser la question véritablement de ce qu'étaient leurs drivers les plus personnels et de ce qui faisait sens dans leur existence. Et ils se sont rendus compte qu'au fond, ils avaient parfois l'impression un peu de passer à côté de ce pourquoi ils étaient faits, de ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, dans leur cœur et dans leur tripes. Ce que dit Viktor Frankl, c'est véritablement qu'il faut nourrir notre vie du point de vue du sens, qu'il faut répondre à cette quête de sens, à cette dimension que lui appelle la dimension spirituelle de l'être humain. Il émet le postulat de l'existence d'une noésis qui vient du grec nous, c'est-à-dire d'une capacité de l'esprit à être perpétuellement en quête de sens, quelles que soient encore une fois les conditions physiques et psychiques d'existence. Alors lui, il est particulièrement bien placé pour en parler parce qu'il a été par ailleurs déporté dans les années 40 parce qu'il était juif dans les camps de concentration. Et donc il a en quelque sorte testé sa théorie, il l'a vécu dans sa chair, dans les camps de concentration, et il s'est rendu compte que finalement ceux qui résistaient le plus à la difficulté et à la dureté des camps, c'était ceux qui, malgré tout, avaient toujours une bonne raison de vivre, arrivaient à stimuler cette dimension du sens et avaient l'espoir, en quelque sorte, d'un avenir un peu meilleur. Alors définir le sens, aujourd'hui tout le monde se dit « Ah oui, je cherche le sens, etc. Est-ce que je vais trouver mon sens ?» Il y a plein d'injonctions, comme il y avait une dizaine d'années d'injonctions au bonheur, d'injonctions au sens. Et donc on est parfois un petit peu perdu, on a parfois un petit peu peur par rapport à cette dimension-là. Bon, le sens, c'est simple, hein, ça se définit de la manière suivante. C'est un processus psychologique qui implique pour les individus de ressentir que leur vie a une importance, a de la valeur, qu'elle a un sens et que celui-ci se réalise au travers de plusieurs buts qu'il ou qu'elle peut accomplir. C'est aussi un sentiment de bien-être et d'épanouissement psychologique qui résulte de ce sens. Alors répondre à la question du sens, c'est répondre à la question au fond, pourquoi est-ce que ma vie, cette vie qui est unique en quelque sorte, mérite d'être vécue? Et donc c'est toute la question que vous devez vous poser en accord avec vos valeurs. Ce qui vaut pour une personne, du point de vue du sens, c'est ce qui vaut d'être vécu en accord avec ses valeurs les plus essentielles. Voilà quelques petits mots que je voulais vous dire en introduction sur la logothérapie. Et pour finir, surtout vous dire que le sens, il se joue éminemment à l'échelle individuelle, qu'il n'est pas le même pour tous les individus. Et donc faites attention à toutes ces injonctions de personnes qui disent « Ah, tel type de métier est porteur de sens, tel autre ne le serait pas ». Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est qu'est-ce qui fait sens pour vous, encore une fois, en accord avec vos valeurs. Et on peut trouver du sens dans une très 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 grande diversité de métiers, d'orientations professionnelles, etc. Et ce sens, par ailleurs, il évolue dans le temps, donc il faut régulièrement le réinterroger. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction. Merci beaucoup, Johan. Donc, on l'a vu, et c'est vraiment le propre de cette conférence, c'est de vous montrer que le sens, c'est vraiment intrinsèquement
individuelle et profondément liée à l'histoire de chacun. Mais une fois qu'on a dit ça, pas évident de savoir comment l'identifier. Ludovic, je me tourne vers toi. Tu as cofondé Chance il y a 7 ans, 2015, je crois, 8 ans bientôt. C'est quoi votre méthode chez Chance? Je sais que vous envisagez le sens aussi de manière très individuelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Ludovic, on a effectivement tous les jours des centaines de personnes qui nous contactent et qui nous disent je ne sais plus, ce que je faisais avait du sens pour moi, n'en a plus. Qui nous disent je me suis fait dicter par mon environnement ce que je devais faire jusqu'à maintenant, mais là je me rends compte que je ne sais plus vers où, pourquoi et vers quoi je vais aller à partir de maintenant. Qui nous disent je veux être utile, mais en fait je ne vais pas aller travailler à la Croix-Rouge parce que j'ai des besoins et des impératifs financiers, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un emprunt à rembourser. Qui nous disent en fait je veux faire ça mais j'y arriverai jamais. Et qui nous disent en fait je suis un peu perdu et je me l'avoue plus ou moins. Et derrière il y a cette question du sens. Il y a cette question de l'utilité, il y a cette question du sens. Et je suis extrêmement d'accord avec ce que tu viens de dire sur il n'y a pas de travail qui a du sens en soi. Le sens est relatif à un individu. Et donc on a défini en fait, souvent on me dit ouais mais en fait moi je cherche pas de sens dans mon travail. Ça je pense que c'est des conneries. Tout le monde cherche du sens dans son travail. Et dans ce que tu es en train de dire, ça le confirme. Et donc avec notre bon sens paysan, on a essayé de définir ce qu'est un travail. En disant de manière très simple, un travail, c'est, je crois qu'on a une slide là-dessus, un travail, ça peut se définir par 4 piliers qui sont, travail est égal à un métier qui correspond à ce que vous faites, donc les activités au jour le jour. Et ça correspond à votre motivation intrinsèque. Deuxième pilier, qui est la finalité. Donc qu'est-ce que je sers par mon travail? En quoi suis-je utile par mon travail? Le troisième pilier est un environnement de travail. Donc vous avez un environnement plus ou moins hiérarchique, plus ou moins autonome, plus ou moins perfectionniste, etc. Et enfin, le quatrième qui sont vos impératifs de vie, qui sont financiers, géographiques et horaires. Financier, j'ai un emprunt à rembourser, il faut que j'ai des revenus au moins à ce niveau-là pour pouvoir continuer à rembourser. Géographique, je suis séparé de mon ex, je n'ai pas la garde des enfants. Si je veux les voir, il faut que je sois dans ce bassin d'emploi nécessairement. Et troisième, horaire, il faut que je récupère mes enfants à la crèche à tel jour, à telle heure. Donc, un travail est égal à métier plus finalité, plus environnement de travail, plus impératif de vie choisi. Et certainement pas métier égale, travail égale métier plus secteur, ce qui se dit partout et qui est complètement incomplet. Et donc, une subtilité par rapport au sujet du sens, c'est que le sens pour nous, c'est l'alignement d'un travail, un travail qui a du sens pour vous, monsieur, c'est un travail et un projet qui est aligné avec vous sur ces 4 piliers. Et non uniquement un projet de travail qui a une finalité chouette comme travailler à la Croix-Rouge. Donc, la notion d'utilité, la notion de finalité, de motivation extrinsèque n'est pas la même que celle du sens qui est nécessaire sur l'ensemble de ces 4 piliers. Ça, c'est un élément que je voulais partager avec vous. Le sens, c'est vraiment l'alignement par rapport aux 4 piliers. Voilà ce que je pourrais partager en première lecture sur le sens. Il y avait quelques petits exemples ensuite qui sont des gens, je pense, passés par chez Chance pour montrer que finalement chacun va trouver son sens. Peut-être que, moi je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de prendre un job qui sur le papier fait pas sens, mais en fait ils auront des horaires de travail convenables et du coup ils vont élever leurs enfants et du coup ça fait beaucoup de sens pour eux. Il y a des gens qui vont faire tout autre chose. Moi j'avais bien aimé cet exemple de Clariane là qui... Je peux vous en parler si vous voulez. Clariane, et j'ai rencontré Imen tout à l'heure dans la salle et peut-être d'autres personnes qui sont passées par le parcours. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui il y a on a démarré depuis 15 minutes. Il y a une personne qui démarre toutes les 10 minutes en France aujourd'hui. Chance. Et le parcours Chance, ouais. Et les personnes qu'on accompagne ont entre 17 et 65 ans. On a une médiane à 35 ans qui est en train de monter. 70% de femmes et tout type de background socio-économique. Un tiers au-dessous de 2000 € net.
de dernier salaire, un tiers entre 2 et 3, un tiers au-dessus de 3. Quelques exemples, il y a des personnes qui sont en emploi, des personnes qui sont sans emploi, des personnes en début de carrière, des personnes en fin de carrière, mais le questionnement et la réflexion par rapport à l'alignement est quasiment un sujet d'hygiène mentale professionnelle. J'utilise ce mot d'hygiène mentale si vous pensez je fais le pari que dans 10 ans, cette question du sens, elle sera généralisée et que aujourd'hui, il y a une minorité de personnes qui travaillent de manière introspective et de manière méthodique sur qu'est-ce qui fait sens pour moi professionnellement. Et je pense que ce sera une majorité dans 10 ans et que ça sera banalisé. De la même façon que au Moyen-Âge, personne n'allait chez le dentiste une fois par an. L'hygiène buccale, c'est quelque chose qui est apparu à un moment. Et c'est devenu complètement normal et tout le monde s'est mis à travailler sur ce sujet. On parle un peu plus de santé mentale qui commence à s'ouvrir et à se banaliser dans le bon sens du terme. Et je pense qu'en fait, cette réflexion et cette nécessité de réfléchir de manière proactive et méthodique sur qui suis-je, quelle est ma place en fait dans cette société, qu'est-ce qui fait sens pour moi, va devenir quelque chose de généralisé dans les années à venir. Mais il y a des personnes qui ont compris le truc avant et elles sont notamment dans cette salle, sinon vous ne seriez pas assis ici en ce moment. Donc 3 exemples hyper différents. Laurent, il était dans le secteur de l'énergie avec de responsabilités importantes. Il a 54 ans, c'est ce qui est noté ici. Et en fait, il avait complètement perdu, il avait trouvé beaucoup de sens dans les fonctions managériales et dans le fait d'apporter à d'autres, à des dizaines de personnes qui l'accompagnaient. Il l'a complètement perdu. Et en fait, il était dans une situation de dépression. Et petit à petit, on l'a accompagné pour reconstruire son projet. Il n'est absolument pas allé vers la Croix-Rouge. J'ai absolument rien contre la Croix-Rouge. Je suis en train de le vendre, j'adore. Je suis donateur de la Croix-Rouge. Mais j'essaie de montrer que, bien sûr, c'est génial d'aller bosser à la Croix-Rouge, mais il y a plein d'autres façons. Il ne faut pas souvent, on se fouette en disant ah ouais, mais moi, je ne peux pas aller faire ça. Ok. Il y a plein d'autres façons d'avoir du sens. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport au sens. Et le sens qu'il a trouvé, Laurent, c'est d'aller, et c'est ce qu'il est en train de réaliser, d'aller vers un secteur qui s'appelle l'automobile, qui est dans un type d'innovation bien particulier qui répond à ses moteurs, et ces moteurs, ça correspond au métier, aux activités, à sa motivation intrinsèque. Donc par rapport à ce que tu disais sur les valeurs, en fait il y en a 2 types. Il y a les moteurs qui correspondent, les moteurs qui correspondent à la motivation intrinsèque et qui est le métier. Et la finalité, l'utilité, on va en parler un peu plus tard, ça c'est la motivation extrinsèque. Et je pense que les 2 correspondent, ou serait une autre façon de voir le sujet des valeurs que tu as introduit avant. Donc motivation intrinsèque, moteur, qu'est-ce qui dans mon activité m'anime, le fait de faire, ça c'est les activités, c'est mon métier. Et qu'est-ce que je sers, donc quelle valeur je peux servir et en quoi suis-je utile, finalité. Dans son cas, en fait, le sujet de l'innovation correspondait à un moteur. C'était le fait de creuser une question complexe, résoudre un problème, etc. Il a identifié que ça lui a apporté de la joie, en fait. Ça, c'est Laurent. Clariane, elle a démarré en étant coiffeuse très jeune, parce qu'on lui a dit à l'école, laisse tomber, toi, tu n'y arriveras jamais, arrête tout de suite les études, il faut que tu trouves un métier le plus vite possible. Elle a été coiffeuse pendant des années. Et puis, on l'a accompagnée. Aujourd'hui, elle est en train de terminer de se reformer pour devenir secrétaire médicale. Et donc, sa finalité, elle était dans le service aux autres à travers l'assistance dans le cadre de la santé. Et la capacité à dérouler et à abattre des tâches, ça, c'était ses moteurs. Donc ça correspond au métier. Et c'est ça lui donnait de l'énergie. Donc là, j'essaie de reprendre dans tous les cas la partie, les valeurs du point de vue du métier et des moteurs, ensuite les valeurs du point de vue de l'utilité, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Et il y a un aspect intéressant aussi, je trouve, dans l'histoire de Clariane, de déconstruire. Elle dit qu'en gros, ses parents étaient coiffeurs, je crois, il me semble, et que du coup, elle est devenue coiffeuse. J'imagine que dans le travail, il y a un vrai travail de déconstruction. Combien de fois on voit à Nouvelle Vie Pro des gens qui arrivent en disant bah, « moi j'ai fait ces études-là parce que mes parents m'ont dit fais au mieux que tu peux, et ça c'est le mieux ». Bah, c'était le mieux dans la tête de leurs parents, mais... Si je peux réagir là-dessus, effectivement, moi je donne un cours à Sciences Po à des étudiants qui sont en fin de master et je les accompagne à déconstruire leur réussite, qui est très généralement la réussite transférée de leurs parents sur eux-mêmes.
Et moi je suis sorti il y a 10 ans des études supérieures. 10 ans plus tard, le nombre de mes camarades de promo qui me disent mais en fait c'est vrai que en faisant ça j'ai rendu fier papa et maman, mais c'est pas fondamentalement au fond de moi-même ce que je voulais réaliser comme projet, c'est malheureusement la majorité. Et donc se poser la question, encore une fois, de ses valeurs les plus personnelles, de l'alignement entre son action et ses valeurs, donc que ce soit un moteur ou en matière d'utilité, etc., quelle que soit la déclinaison, c'est absolument essentiel. Et si vous êtes ici, j'imagine que c'est d'une certaine manière vous vous posez cette question-là de l'alignement personnel et de peut-être votre prochaine orientation professionnelle et personnelle du point de vue de cet alignement. Tu veux rebondir sur ce sujet, en fait, il y a la notion, je ne sais pas si vous êtes familière avec la notion de croyance limitante. Je vois des sourires tu dans la salle. Tu peux faire un petit point, je pense, dessus. En fait, si on a des limitations dans la vie, il y en a qui sont réelles et il y en a qui sont une perception, c'est-à-dire une barrière qu'on se met à nous-mêmes. J'ai une image stupide qui me vient, une vidéo que j'ai vue hier. C'est des vaches qui passent au-dessus de... Jamais je pensais que je raconterais ça devant un groupe de 60 personnes. M'en voulez pas. Il y a une route de campagne et il y a un troupeau de vaches qui passe et il y a la ligne blanche au milieu. Et donc vous avez 40 vaches qui passent et les 40 sautent au-dessus de la ligne blanche. Parce que mentalement, elles ont vu une barrière qui est une ligne blanche, elles ont vu les personnes avant sauter et du coup, elles sont mises à sauter alors qu'évidemment, la ligne est plate, quoi. C'est bien ou pas comme image? Je vois un peu de jugement limitant dans l'audience. Bref, les croyances limitantes, c'est un objectif en fait de déterminer si oui ou non c'est une limitation réelle ou en fait si c'est une perception que j'ai. Et c'est ça qu'on travaille, la spécificité de Chance. J'ai pas trop expliqué ce qu'on faisait, mais Chance, notre cœur de métier, c'est ce qu'on a appelé la psytech. Donc en fait, l'objectif de Chance, c'est l'égalité des chances professionnelles. Permettre à chacun et à chacune, quel que soit son passé, quel que soit son âge, de trouver sa place dans le monde du travail et demain de trouver sa place dans la société. Et ça, comment est-ce qu'on fait ça? Ça fait 8 ans qu'on essaie de le faire, de manière non linéaire aussi, parce que ça n'a pas été tout sauf un long fleuve tranquille. Et en fait, on est un centre de recherche appliquée pour essayer d'organiser et de démocratiser l'orientation professionnelle de très haut niveau. Et aujourd'hui, on a investi 20 millions de recherche et développement pour créer ce qui est aujourd'hui la 17e version du parcours Chance. Et concrètement, quel est notre cœur de métier? Il y a une triple dynamique, des activités autonomes, un ou une coach pro en vidéo et la communauté. Et l'interaction entre, peut-être une image pour comprendre notre cœur de métier et ce sur quoi on fait de la recherche, c'est les activités autonomes, c'est 2 heures que vous faites seul sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et en fait, on fait faire par la machine tout ce que la machine peut faire au moins aussi bien que l'humain, qui est l'équivalent des IRM, des scanners, des radios, etc. Et ça vient nourrir par la data toutes les 2 heures le ou la coach pro qui du coup peut intervenir à très haute valeur ajoutée à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne pour le coup sur ce que seul l'humain peut faire et en aucune façon la machine, c'est-à-dire naviguer la finesse de la psychologie humaine, venir travailler sur une croyance limitante, venir travailler sur un blocage psychologique, venir travailler sur une peur, etc. Ça c'est donc l'image du chirurgien. Et vous avez cet aller-retour entre activité autonome, coach, et donc on travaille énormément sur cet aspect de croyance limitante. Le dernier aspect, mais je vais lâcher le micro, le troisième aspect de la dynamique, l'aspect communautaire, c'est qu'en fait, dans le cadre de votre parcours Chance, au-delà de votre coach, vous êtes accompagné par 10 personnes, 5 qui constituent ce qu'on appelle mon cercle, qui est un board personnel, et ensuite 5 qui sont des chaînes de solidarité qui se créent pour que vous puissiez aller valider une piste professionnelle qui a du sens pour vous, c'est-à-dire qui est alignée avec les 4 piliers, malgré le fait que vous n'ayez pas, qui est une vraie limitation, dans votre capital social, une personne qui peut vous apporter cette information. Donc il y a des chaînes de solidarité. Aujourd'hui, Chance, une communauté d'entraide de 15 000 personnes qui s'engagent pour permettre à chacun et à chacune de trouver sa place. Voilà. Merci. Pour faire écho aux piliers, Johan, toi, tu nous as parlé de facteurs producteurs de sens qui permettent notamment de passer d'une logique de réussite à une logique d'accomplissement, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est un petit peu mon... Je ne sais pas si je vais réussir à passer le slide. C'est sur le gros bouton vert. Ouais. Ah oui, c'est le gros bouton, pardon. Oui, non, moi, ce que j'encourage à faire, c'est de passer d'un référentiel qui est échec-réussite à un référentiel accomplissement-désespoir.
Le référentiel échec-réussite, il dépend de plein de critères exogènes imposés par la société, par les systèmes dans lesquels vous êtes, etc. Et vous vous rendez compte en fait qu'on peut très bien être dans une grande réussite du point de vue objectif par rapport à des critères extérieurs et en même temps complètement désespéré, et à l'inverse être en échec et avoir un grand accomplissement. Moi je vous donne un exemple, j'ai été sportif de haut niveau en handball, donc pendant 10 ans j'ai voulu devenir meilleur joueur du monde. Et puis à la 9e année j'en avais juste ras-le-bol des entraînements, des entraîneurs, et intellectuellement ça ne me stimulait plus. Et donc en fait j'ai dû arrêter et abandonner. C'était du point de vue du projet handball un échec. Et en même temps, c'était une libération et un accomplissement personnel. J'allais pouvoir libérer du temps pour faire des études, ce que j'ai fait par la suite. Donc vraiment, enfin, je veux dire, ce qui fait sens pour vous et dans votre existence, c'est bien évidemment ce qui fait votre accomplissement. Et donc voilà, essayez d'être encore une fois plutôt sur ce référentiel de, au fond, à quoi est-ce que vous êtes appelé personnellement, intérieurement, humainement et de façon un peu unique, plutôt que cette espèce de référentiel échec-réussite qui dépend du regard de la société, des autres, de vos parents, de vos sphères d'influence, etc. Mais bon, voilà, c'est une des composantes de votre existence, mais c'est quand même pas le centre de la vie. Donc voilà, moi je... Ouais, mais c'est dur de s'en défaire. Enfin, pour avoir entendu beaucoup de gens sur des sujets de reconversion, c'est dur de se défaire de tout cet entourage de gens où quand on quitte un job, admettons qu'on soit encore en job et qu'on le quitte pour monter un truc, le nombre de gens qui vont te dire « Mais t'es malade ou quoi? T'as un CDI, ok, t'es pas heureux, mais bon, quand même, le CDI, là, tu vas tout... » Je trouve que c'est pas évident de se défaire de ça complètement. C'est prix à payer, c'est une croyance limitante à dépasser, en quelque sorte, pour, à mon avis, une vie ou un métier qui fait plus sens et qui nous permet, in fine, d'être plus accomplis. Et d'où l'accompagnement, je sais pas si vous abordez ça, l'entourage. Oui, mais c'est ces 10 personnes qui, du coup, il y en a certes, les 5 sont des personnes de votre sphère personnelle et ou professionnelle actuelle et ou passée que vous allez choisir avec des rôles particuliers. Si vous choisissez votre mère, vous allez lui donner un rôle particulier parce qu'en général, les mères sont conservatrices. Donc il y a cette petite musique statistiquement qui est attention, ne prends pas tant de risques là-dessus, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ok, mais c'est pas si bien. Et ce que je dis n'est pas une injonction au changement. Hein. Mon injonction, elle est, et je pense que c'est la nôtre, je parle sous votre contrôle, elle est à la réflexion méthodique. Elle n'est pas le changement pour le changement, mais je prône absolument pas la reconversion. Enfin, il faudrait peut-être pas dire dans ce salon-là, mais c'est pas une fin en soi la reconversion. Et d'ailleurs, si vous reprenez les 4 piliers, à quoi aboutit une réflexion méthodique? Elle peut aboutir à une réorientation complète. C'est pour nous le changement du pilier métier. Vous changez votre activité quotidienne. Là, ça, c'est une réorientation complète. Ensuite, il y a un deuxième type de réorientation qui est une réorientation partielle. Et la réorientation partielle, c'est quoi? C'est vous ne changez pas le pilier métier, vous gardez le même métier, mais vous allez changer au moins un des autres piliers. Vous allez le faire dans un autre environnement, avec une autre finalité, avec d'autres impératifs. Et le dernier est le rechoix conscient. C'est en fait, en ayant fait ce check-up méthodique de compréhension de qui suis-je, quelle est ma place, quel est le sens, pourquoi, quels sont mes 4 piliers, etc., je réalise que l'herbe, en fait, n'est pas plus verte ailleurs. Mais je sais pourquoi elle n'est pas plus verte ailleurs. Et 2, très souvent, il y a un élément à changer dans ma fonction professionnelle, très souvent une relation avec un manager, une relation avec un ou une collègue, qui, du coup, prise de conscience des croyances qui pouvaient être limitantes et qui empêchaient d'aller voir cette personne et corriger ce petit blocage. Je regarde des yeux, évidemment, ça ne se passe pas, tout le monde s'entend parfaitement avec son manager et avec ses collègues, hein, bien évidemment. Ou bien de compléter son activité professionnelle par quelque chose à côté. Ce qu'on voit naître aujourd'hui statistiquement chez les milliers de talents qu'on accompagne, la notion de l'environnement, il y a un questionnement, notamment chez les plus jeunes, qui se disent, est-ce qu'il faut que je plaque tout mon boulot pour aller travailler directement par mon activité pour servir la planète, ou bien est-ce que c'est quelque chose que je fais à côté? Et donc ça peut être un rechoix conscient et de compléter avec une activité à côté. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a grosso modo 40% dans le premier cas, 40% dans le second et 20% dans le dernier. Ça fait bien 100? Ouais. Donc ça n'est pas, la majorité des gens ne viennent pas faire une reconversion radicale. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la majorité des gens.
Et peut-être, en t'écoutant, Johan, je me disais qu'il y a un aspect que tu as évoqué qui est le sens pour une personne à un moment donné. Puisque votre sens va évoluer, donc vos 4 piliers vont évoluer. Parce que votre système de valeurs évolue dans le temps. Exactement. Et donc, il faut le réinterroger régulièrement. Ce qui fait sens à un moment donné pour vous pourra changer demain ou après-demain. Moi, j'ai rejoint le groupe SOS il y a 5 ans. J'avais l'âme d'un entrepreneur. Le groupe me donnait la possibilité de lancer une activité. Ça avait du sens pour moi à ce moment-là. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, mes priorités, mes valeurs, mes aspirations les plus personnelles, elles sont différentes. Et donc, le sens est différent. Quelqu'un veut recruter Johan? Il y a de la place chez nous, si tu veux. Peut-être pour réagir par rapport à la question du sens, cette fois sur le pilier finalité. On peut parler de ça, je peux me permettre? Un micro-jeu pour vous. Quelqu'un s'intéresse à l'utilité ou pas? Ça vous intéresse d'être utile dans votre fonction professionnelle? On a défini 4 niveaux d'utilité. Donc sur le pilier finalité, 4 niveaux d'utilité. Il y a besoin de réfléchir 2 minutes, ça va très vite. 4 niveaux d'utilité. Niveau 1, qui est je veux être utile vis-à-vis de 2-3 personnes, soit dans ma sphère personnelle, soit au travail. Niveau 1. Niveau 2, je veux être utile vis-à-vis de dizaines de personnes. C'est ce qui se passe pour les managers, par exemple. Niveau 3, je veux être utile à la société. Niveau 4, je veux être utile à la planète. OK? 2-3 personnes, dizaines de personnes, société, planète. Maintenant, imaginez que vous avez 10 boules. Les boules de loto, là, à l'époque. Ces 10 boules, vous pouvez les allouer à ces 4 niveaux d'utilité. Vous les mettez où? Si vous réfléchissez quelques minutes, vous avez 10 boules. Vous mettez combien au niveau 1, combien au niveau 2, combien au niveau 3, combien au niveau 4? Je vous laisse 1 minute. Deux, 3, 3, 2. Est-ce que quelqu'un d'autre veut les partager? Au niveau 2, 2, 4, 2. 0, 2, 6, 2. Et si on continuait, qu'on avait plus de temps, vous verrez une très très grande diversité. Et ça, c'est le type de questionnement à réaliser sur le pilier finalité, qui est uniquement un des 4 axes, des 4 piliers qu'il est nécessaire de creuser pour pouvoir déterminer des projets qui ont du sens pour vous. Et donc, si j'ai un conseil, quelle que soit la façon dont vous allez envisager votre futur, pensez bien à ces 4 piliers, et puis dans chaque pilier, essayez de réfléchir de manière méthodique pour ce faire. Ouais, hyper intéressant la notion d'échelle, en effet. Johan, on peut revenir sur les facteurs du sens au travail. Et peut-être que ça, c'est un bon truc que les gens peuvent avoir en tête aussi pour se dire, OK, ça je l'ai, ça je l'ai, ça je l'ai pas. Et peut-être qu'il faut les hiérarchiser aussi. Oui, alors j'ai essayé, moi, de faire la synthèse un peu de tous les travaux de recherche les plus actuels sur les facteurs de sens au travail. Il y a plein de laboratoires de recherche qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises, dans les organisations, pour savoir ce qui fait sens ou pas pour les individus. On se l'est déjà dit, ça dépend de chacun, de son système de valeurs, de ses aspirations, et ça évolue dans le temps. Néanmoins, il y a quelques grandes composantes que l'on retrouve, qui ne vont pas être les mêmes pour chacun et chacune, mais qu'il faut quand même avoir en tête. Vous pouvez l'avoir en tête pour vous-même, mais aussi, j'imagine, demain, parce que vous serez peut-être des managers, d'équipes plus ou moins grandes, et vous aurez à prendre en compte cette dimension du sens aussi auprès de vos collègues, et essayer de comprendre quels sont leurs drivers, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui fait sens pour elles ou pour eux, et adapter votre management ou leur travail en fonction de ce sens.
Les facteurs, vous les retrouvez là. D'abord, c'est le sentiment d'utilité et la fierté que procure la finalité du travail. Ça, c'est ce qu'on s'est dit avec Ludovic à l'instant. C'est au fond, voilà, quelle est mon utilité et quelle est la fierté que j'ai vis-à-vis de la finalité de mon travail. Ensuite, il y a l'enjeu du sentiment d'efficacité et la possibilité de faire un travail de qualité. Quelqu'un qui serait empêché dans son travail ou qui aurait le sentiment vraiment de ne pas avancer, etc., peut perdre du sens au travail. L'esprit d'équipe, le lien, la dimension du rapport aux collègues et de la dimension managériale est bien évidemment clé, on s'en est parlé. Beaucoup de personnes quittent un emploi ou changent de job, ont le sentiment que ça n'a plus de sens parce qu'en fait leur manager n'est pas un bon manager, pas à l'écoute, etc., leur donne pas assez d'autonomie, enfin il y a plein de facteurs possibles. La reconnaissance interpersonnelle, symbolique et financière. L'enjeu du salaire, c'est important, mais pas que. Tout simplement, le fait d'avoir le sentiment d'être utile, d'avoir au quotidien une reconnaissance de ses collègues, c'est bien évidemment clé dans la motivation que l'on a au quotidien. Le fait de se sentir soutenu en cas de difficulté. L'autonomie aussi, certains ont besoin plus ou moins d'être autonomes, et donc ça dépend encore une fois de chacun. Le fait de pouvoir continuer à évoluer dans l'organisation, le fait de mettre à profit ses compétences, ses talents, de continuer à les faire croître, de continuer à apprendre. Encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont justement trouver de la stimulation et du sens dans le fait de continuer à apprendre. D'autres qui vont mettre l'emphase beaucoup plus sur la relation managériale et le fait de vouloir avoir des collègues qui sont un peu des amis. Et donc ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, ça fait sens plus ou moins pour chacun et chacune d'entre vous. Le développement de soi, j'en ai parlé, le fait d'évoluer dans sa carrière. Et puis enfin, bien évidemment, la dimension éthique, la dimension de l'impact, le cas échéant, que l'on peut avoir, qu'il soit social ou environnemental, en accord aussi avec ses valeurs et ses drivers. Et puis de plus en plus, le fait de pouvoir conjuguer son travail et son identité, le fait qu'il y a de moins en moins, en quelque sorte, de barrières entre qui on est à la maison et qui on est au travail, dans notre diversité, dans notre complexité, dans notre humanité. Voilà, le fait de pouvoir aussi être respecté dans son identité, c'est un facteur de plus en plus important de sens ou de non-sens au travail. Merci beaucoup. Il nous reste pas beaucoup de temps. Voilà, nous, on pourrait parler de ce sujet de sens pendant des heures, je pense. Mais si vous avez des questions, je préfère vous laisser un peu de temps si vous souhaitez les poser. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions ? Oui, pour pouvoir accéder à ce type de dispositif, je suppose qu'ils sont finançables par le CPF ou autre. Comment ? Pour Chance, oui. Chance, c'est un format bilan de compétences sur chance.co pour celles et ceux que ça intéresse. 100% finançable par le CPF et par d'autres dispositifs. Et en fait, si ça intéresse certaines personnes, en vous inscrivant sur le site, vous pouvez discuter avec un conseiller ou une conseillère pendant une demi-heure de votre besoin spécifique pour bien vérifier que ce qu'on peut apporter répond à votre besoin spécifique. Réponse oui. On travaille également avec des régions qui achètent pour des demandeurs d'emploi. Donc selon votre région, il est aussi possible que si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, que la région vous offre le parcours Chance pour vous réorienter, ou votre entreprise, parce qu'on travaille également avec des entreprises. Et moi, j'accompagne individuellement des personnes qui ont besoin d'être orientées, qui sont en questionnement existentiel, que ce soit en coaching, plutôt dans le cadre de reconversion professionnelle, ou en thérapie, pour le coup, pour des personnes qui sont vraiment très fortement affectées personnellement à cause de cette question du sens, soit qu'elles font face à une sorte de vague à l'âme post-moderne où elles ne savent plus très bien où elles sont, soit qu'elles sont percutées par la vie, c'est-à-dire qu'elles perdent un emploi alors que ce n'était pas prévu, la perte d'un proche, etc. Ça vient complètement bouleverser leur vie, leur système de valeurs. Et donc il faut ensemble travailler pour que justement elles se relancent du point de vue de leur dynamique du sens. Et donc voilà, après c'est un accompagnement spécifique. Moi, je voulais dire une chose, on vous donne le micro juste après, à propos de ce sens. Et c'est vrai, quand on sort de ce genre de conférence, on peut se dire, bon, bah, super intéressant, et en même temps, je ne sais pas trop par où commencer pour le trouver, ce fameux sens. Depuis que je travaille sur le sujet de reconversion avec Nouvelle Vie Pro, ce qui me paraît hyper important de garder à l'esprit pour vous, c'est que ça va être une logique de petits pas. Là, vous êtes là aujourd'hui et c'est un super premier pas et vous pouvez être fiers ce soir de vous être bougé pour venir. C'est pas forcément
c'est pas forcément évident de venir et de parler à plein de gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, vous découragez pas en vous disant voilà, ouais, c'est super, mais moi je sais pas quelles sont mes valeurs, je sais pas pourquoi je suis fait. Vous allez réussir. En étant accompagné, on va quand même plus vite. Mais en tout cas, dites-vous que ça va être des petits pas. Regardez pas tout de suite un métier. Le métier que vous voulez faire, ça va se faire étape par étape. Et on vous donne le micro pour la question. Moi, je voulais savoir juste quel est le profil des coachs du coup qui accompagnent des gens. Est-ce que c'est des personnes qui ont fini des études en psychologie ou autre? C'est plutôt pour toi, mais il y a 350 coachs partenaires chez Chance qui sont tous des coachs certifiés avec des profils extrêmement variés. Donc, c'est tous des spécialistes d'orientation. Il y en a certains qui sont des psys. Et en fait, il y en a des expériences extrêmes, jamais moins de 2 ans d'expérience en tant que coach. Et en fait, le but est d'avoir de la grande diversité qui permet de faire le meilleur match possible entre le besoin du talent, déterminé avec ses activités autonomes, et le ou la coach idoine. Oui. Bonjour, ça prend combien de temps Chance, 3 mois. 3 mois, c'est ça. Mais après, c'est réparti, je pense que c'est sur plusieurs séances, c'est ça, je pense. Tout à fait. Vous avez en fait les activités autonomes, 2 heures, puis 1 heure, puis 2 heures, 1 heure. Grosso modo, c'est 10 heures par mois. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous avez 7h30 avec un ou une coach pro en vidéo, et en fait un peu plus de 13 heures à faire ça. On va devoir libérer la salle. Je vois qu'on fait des gros yeux au fond de la salle. S'il y en a qui sont intéressés par Chance, on peut faire un rendez-vous en allant sur le site de Chance, il me semble. Johan, on peut t'ajouter sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez trouver le podcast En quête de sens en tapant Johan. Normalement, il est sur toutes les plateformes si ça vous intéresse de l'écouter. Merci beaucoup à tous.